Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous du 13h, voici le sommaire. Ce mercredi, le dossier environnement nous amène visiter un ancien lieu de prise de décision politique, mais aussi d'exécution des personnes condamnées, l'ancienne forêt sacrée de l'ancien royaume du Khorbonou, un poumon vert au cœur du quartier administratif de la ville capitale. Mais avant la forêt sacrée, nous serons à l'Assemblée nationale pour les discussions autour des budgets de nos différents ministères. 29 milliards 33 millions de francs CFA, c'est le montant défendu par la ministre du numérique et de la digitalisation pour 2025. Et pendant ce temps, au centre de jeunesse de Nati Tengou, réhabilité par l'USAID, se jouent des tournois de basketball et de handball. Yann Maïmi, l'ancien international de la NBA d'origine béninoise, était aux demi-finales. Voilà pour le sommaire. Et aujourd'hui, 20 novembre 2024, c'est la journée mondiale de l'enfance. Je reçois sur ce plateau, à cette occasion, des enfants ambassadeurs de l'UNICEF, de jeunes, pour nous parler de cette journée et dire leurs attentes. Chers amis, bonjour. Bonjour. Alors, on commence par vous, ma jolie demoiselle. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Je réponds au nom de Tchewele. J'ai 14 ans. Et je fais partie de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin et je suis engagée pour le respect des droits de l'enfant. Et vous, mon charmant? Moi, je suis Christ Aénan, j'ai 17 ans. Je fais partie de l'ANASEB. Je suis engagé dans le respect des droits de l'enfant. Bienvenue à vous donc, chers amis. Vous allez rester avec nous un moment, le temps de dérouler les premiers éléments de ce journal et on reviendra parler de votre journée. Écho des budgets de nos différents ministères après le grand oral des ministres au Parlement. Le budget du ministère du numérique et de la digitalisation pour l'année 2025 s'élève à 29 milliards 33 millions de francs CFA, soit une augmentation de 19%. Budget défendu par la ministre du numérique et de la digitalisation devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Voici le point fait par Aurélie Adam Soulezoumarou aux médias. Le budget du ministère du numérique et de la digitalisation est d'un montant pour la gestion 2025 de 29 milliards de francs CFA, un budget en augmentation de 19% par rapport à 2024, l'année en cours, qui était de 24,3 milliards. Donc c'est un budget naturellement qui va nous permettre de poursuivre la mise en œuvre du PAG, le programme d'action du gouvernement, d'intensifier les efforts autour de nos projets dans le secteur du numérique et dans le secteur des médias. L'année 2025 va être une année de mise en œuvre de projets très structurants, très impactants. Nous avons d'ailleurs commencé déjà en 2024, bien entendu, mais l'année prochaine, nous aurons plusieurs projets par rapport au programme d'action du gouvernement numérique, le haut débit, le très haut débit, la transformation numérique des collectivités locales, le développement des compétences numériques, l'opérationnalisation du décret sur les startups. Beaucoup de projets, beaucoup d'activités dans le secteur du numérique. Et le secteur des médias n'est pas du reste, puisque nous aurons également à ce niveau-là des contenus de qualité qui vont venir à l'écran. Nous avons des chaînes de télévision publiques, les médias de la SRTB, et des chaînes de radio, donc 3 chaînes de télé, 4 chaînes de radio. Et en 2025, la chaîne de télé Bénin TV Alafia, qui est une chaîne en langue nationale, va voir le jour. Donc c'est autant de choses structurantes qui vont venir et qui expliquent pourquoi nous avons pu avoir une affectation de ressources supplémentaires. Donc c'est ce que j'ai présenté aux honorables députés qui ont été très enthousiastes, qui ont eu beaucoup de questions, qui ont fait beaucoup d'observations aussi pour contribuer à la bonne mise en œuvre des choses. Ils ont également apprécié l'évolution de notre pays dans le secteur du numérique et ont fait des recommandations pour la bonne mise en œuvre des réformes dans le secteur des médias. La ministre du Travail et de la Fonction publique a présenté elle aussi lundi dernier le budget exercice 2025 de son département à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Pour l'année à venir, ce ministère prévoit un budget de 8 milliards environ. Voici les précisions de la ministre Adidiatou Matisse. Le dit projet est arrêté à la somme de 7 milliards
995 millions de francs CFA contre un budget de 7 634 millions de francs CFA au titre de la gestion 2024, soit un taux d'accroissement de 4,07% correspondant à 312 millions d'augmentation. Les 4% d'augmentation correspondent à une augmentation de 300 millions de francs, comme je l'ai dit tantôt, destinée au paiement des salaires des agents qui ont été mis à la disposition du ministère du Travail et de la fonction publique à la suite de la dissolution de certaines structures. Donc, on les met à notre disposition et par la suite, d'autres ministères sollicitent leur emploi, nous les remettons à disposition. Donc, en attendant qu'ils soient redéployés vers d'autres départements ministériels, les ressources nécessaires pour le paiement de leur salaire sont mises sur le budget de l'année 2025 de notre ministère. Les députés ont beaucoup félicité le ministère du Travail et de la fonction publique pour la modernisation surtout de la gestion des ressources humaines de l'État, ce qui leur évite les déplacements intempestifs, l'abandon des postes à la recherche des aides de carrière, et ce qui leur réduit aussi les frais de déplacement, parce que les salaires, il ne faut pas les utiliser à des frais de déplacement de façon continue. Ils ont également apprécié la réforme des retraites, qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du Fonds national de retraite du Bénin, vous êtes admis à la retraite, votre salaire est coupé, et à la fin du mois qui suit, vous avez votre pension. Et les guépards qui continuent de recevoir des félicitations, autant que les citoyens ordinaires, les dirigeants du pays, du Bénin bien sûr, étaient aussi heureux de la qualification des guépards. À la suite du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale félicite les guépards ainsi que leurs encadreurs. Nos vaillants ambassadeurs du football viennent de nous offrir une belle leçon de courage, de détermination et d'amour pour la patrie. Cette qualification est une preuve supplémentaire que lorsque nous unissons nos forces et nos talents, nous pouvons accomplir de grandes choses. Au nom de l'Assemblée nationale et à mon nom propre, je tiens à exprimer ma fierté et mes encouragements à toute l'équipe, au staff technique et à tous les acteurs du football béninois qui travaillent inlassablement pour hisser notre drapeau toujours plus haut. Chers guépards, nous sommes derrière vous pour écrire ensemble une page mémorable de notre histoire sportive au Maroc en 2025. Vive les guépards, vive le Bénin. Un message de Loïc Berounou-Vlavounou rapporté par Anno Adadja. Les férus du Curon dans la ville de Porto-Novo jubilent aussi à la qualification de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut les fan zones où ils ont suivi à la télé le match décisif contre la Libye. Calvado Aronou, Nathalie Doris Oolabi ont capté ces instants d'éruption pour nous. Ici, à Porto-Novo, les supporters de l'équipe nationale n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Cafétéria, maquis et autres lieux drainent du monde pour ce match Bénin-Libye. Un match décisif, tant pour les guépards que pour ses supporters bien concentrés. Le score c'est à 0-0 pour le moment, mais le Bénin est en train de dominer. Il y a espoir. Le Bénin n'a qu'à tout faire pour gagner ce match. Et le vœu est exaucé. Avec un score de 0 but partout, le Bénin est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 au grand bonheur de ses supporters. Grande la joie qui m'anime ce soir de voir l'équipe nationale de mon pays qualifiée. Vraiment, ça témoigne l'effort consenti par le gouvernement pour la promotion du sport au Bénin. L'entraîneur de l'équipe nationale a su jouer les cartes. Le match, c'est dur, mais il y a trop de sifflets. Le Bénin est qualifié, il n'a qu'à revoir sa copie. S'entraîner fort pour aller au Maroc. L'équipe nationale du Bénin et ses supporters retrouvent ainsi le chemin de la Coupe d'Afrique des Nations après l'épopée de 2019 en Égypte.
Et les guépards qui sont accueillis avec enthousiasme à l'aéroport de Bénin après leur qualification décrochée en Libye. Le 11 béninois a réussi à tenir en échec l'adversaire libyen au bout d'un match nul. Les guépards font revenir le Bénin dans la cour des grands du foot du continent à la CAN. Après 5 années d'essais infructueux, un pas vers des sommets qui s'apprécient, comme on peut le voir dans l'accueil fait aux guépards à leur retour hier de la Libye à l'aéroport international Bernardin Canty. C'est un jour mémorable pour le Bénin, alors que les guépards du football reviennent victorieux de la Libye où ils ont décroché leur qualification tant attendue pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'ambiance est électrique à l'aéroport international Cardinal Bernardin Canty Cotonou. Une foule immense de supporters est venue accueillir les guépards du football. Nos malheurs ont créé du bonheur, je dois dire, et ça fait plaisir d'avoir ce bain de foule, de sentir l'atmosphère du peuple béninois, la joie du peuple béninois. On s'était bien organisé et l'équipe a pris forme quand même depuis un bon bout de temps. Et moi je l'attendais cette qualification, mais c'était des circonstances compliquées avec un match très chaud et avec un contexte difficile. Mais on est sorti vainqueur pratiquement de cette épreuve et on est très content pour le Bénin. Direction l'esplanade de l'Amazone. C'est un nouvel élan pour le football béninois. Aujourd'hui, nous accueillons les guépards. Pour la première édition, les guépards sont qualifiés. Ça veut dire que nous n'allons plus manquer à aucune compétition africaine. Les prochaines éditions de matchs que nous allons livrer en mars, en juin, en septembre sont pour la qualification pour la Coupe du Monde. Nous ambitionnons d'aller le plus loin possible. Et c'est pour ça que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour continuer de vous appuyer. Les guépards de retour ont le cœur rempli de fierté et l'ambition de briller au Maroc en 2025. Le cœur rempli de fierté, nous le sommes tous, n'est-ce pas, chers amis, ambassadeurs de l'UNICEF? Oui. Vous avez suivi le match? Oui. C'était bien? C'était bien. Vous avez aimé? Oui. Oui, tu disais? C'était pas mal, mais on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait au moins à un but, mais c'était pas mal. Ben voilà, on ne sommes pas à vous parler des guépards. Parlons plutôt de cette journée, la journée mondiale de l'enfance. Écoutons l'avenir, défendons les droits de l'enfant. C'est le thème de cette année. Il s'agit en effet d'une journée mondiale d'action pour les enfants et par les enfants. Cette journée marque l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, qui a 35 ans aujourd'hui. Et c'est à cette occasion que nous recevons sur ce plateau deux jeunes ambassadeurs de l'UNICEF que je vous présentais à l'entame de ce journal. Alors, chers amis, concrètement, que représente pour vous cette journée? La journée mondiale de l'enfance est importante parce qu'elle nous donne l'occasion de parler de nos droits. C'est un moment où les adultes nous écoutent, nous exprimons nos idées, nos rêves et notre vision sur l'avenir. Cette année, elle est un peu plus spéciale parce que ça fait 35 ans que la Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée, ce qui montre une fois de plus que nous devons protéger l'enfant et nous devons respecter les droits de l'enfant. Alors, Chris, c'est bien ça? Oui. Connaissez-vous concrètement la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant? Oui, la Convention internationale des droits de l'enfant est un texte fondamental car elle joue un rôle crucial dans la prise de décision des pays concernant les lois et politiques qui entrent dans le cadre de la protection des droits de l'enfant et qui préconisent en particulier l'éducation, la santé et la sécurité des enfants contre toute forme de violence et sans discrimination. Contre toute forme de violence et sans discrimination. Et vous, aujourd'hui, qu'attendez-vous des gouvernants, de votre famille, des communautés en général par rapport à vos droits? À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, l'UNICEF appelle tous les gouvernants,
le secteur privé, les partenaires et les familles à défendre les droits de l'enfant et être à l'écoute de l'avenir. Et en soutenant un dialogue entre les générations, nous pouvons créer un monde plus inclusif pour les enfants et aussi un monde meilleur, parce que sans les enfants, l'avenir est menacé. Chris, vous avez quelque chose à ajouter? De la part des gouvernants de nos familles et de la communauté, nous voulons bien que les enfants soient écoutés, qu'ils soient protégés, qu'ils ne soient pas discriminés et que les écoles et aires de jeu soient améliorées pour que les enfants puissent étudier et jouer en toute sérénité. C'est bon. Et par rapport à tout ça, vous, en tant qu'enfant, qu'est-ce que vous faites? Moi, dans mon établissement, dans mon école, je suis père éducateur. Je suis aussi meilleur enfant à Alada, où je milite pour le respect des droits des enfants, la Journée internationale de la fille et tout ce qui a rapport à l'enfant, des sensibilisations, des journées spéciales pour des manifestations dans les villes, pour pouvoir interpeller les familles et aussi informer la communauté. Il vous arrive aussi de jouer à la mobilisation de vos pères, les enfants, autour des événements pareils? Oui. Bien sûr. Vous en faites aussi. Oui. Alors, vous avez un dernier message rapidement? De la part des familles, il faut qu'ils écoutent vraiment les enfants et les accompagnent, car une famille aimante est essentielle dans le développement de l'avenir. Journée mondiale de l'enfant, et la CID a 35 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaitez à la CID? Nous souhaitons que d'ici 2060, d'ici 2050, que chaque enfant ait l'opportunité de s'exprimer, d'exprimer ses rêves, d'exprimer ses idées, parce que c'est vraiment motivant pour un enfant de savoir qu'il est vraiment apprécié, que ses idées sont prises en compte. Chris? Que dans les prochaines années à venir, que la Journée mondiale de l'enfance soit un progrès et que beaucoup d'entre eux puissent s'exprimer et être instruits. Et voilà qui est dit, vos messages sont bien reçus et recevront, soyons certains, un écho favorable de tous les acteurs impliqués. Merci d'être passé sur ce plateau. Mais vous allez rester avec moi, nous allons finir le journal ensemble. D'accord. Plaisir. On va à présent remonter le temps vers nos aïeuls et visiter un ancien lieu de prise de décision politique, mais aussi d'exécution des personnes condamnées. Il s'agit d'une ancienne forêt sacrée de l'ancien royaume de Khoboun. Aujourd'hui, une partie de cette réserve de la biodiversité est conservée et transformée en lieu pédagogique. Elle porte le nom de la nature, du jardin des plantes et de la nature de Porto Novo, un poumon vert au cœur du quartier administratif de la ville capitale. Découvrons ensemble ce vivier avec William Choki. C'était un espace de concentration des divinités autochtones, un lieu de prise des décisions politiques de l'ancien royaume de Khoboun. Une forêt sacrée couvrant au XVIIe siècle plus de 22 hectares. Le palais des gouverneurs, le centre hospitalier départemental de Lomé, la cathédrale Notre-Dame de Porto Novo sont érigés sur une partie du domaine. Un espace rempli d'histoire, appelé aujourd'hui Jardin des plantes de la nature, un poumon écologique de la ville capitale que nous vous invitons à découvrir. Cette forêt sacrée a 3 grandes fonctions. 3 grandes fonctions. Lesquelles déjà? La première fonction, c'est d'exécuter les condamnés à mort. Ok. Devant une nappe pluricentenaire. La deuxième fonction, c'est de tenir des plans de trône. La troisième fonction, c'est de consulter le Fa, qu'on appelle l'oracle. Des fonctions particulières, aussi bien pour le roi que pour son gardien, le Migan ou le ministre de la Justice et toute la cour royale. Malgré l'arrivée des colonisateurs en 1895 et l'ouverture au public, le jardin conserve encore jalousement quelques vestiges sacrés qui pérennisent la mémoire de l'ancien royaume. Cette case à l'entrée du jardin est le plus grand égrégore de sécurité. Une fois que vous passez dans la case, tout ce que vous avez de négatif est déchargé là. Ok, on y va.
À l'intérieur, une fraîcheur indescriptible vous envahit. Un microclimat créé par cette multitude de végétation, des arbres pluricentenaires et d'autres introduits par le colonisateur et des conservateurs. Nous voici d'ailleurs au pied d'un des plus anciens et plus grands arbres de cette forêt sacrée, l'Iroko. Et les migrants, ils font des cérémonies 5 ans, 10 ans, mais ils viennent toucher l'arbre avec le pied gauche 3 fois avant d'aller chez eux, dans la maison derrière la forêt sacrée maintenant. Donc, jusqu'aujourd'hui encore, les cérémonies continuent d'être exécutées ici dans la forêt sacrée. Exactement, par les migrants. À quelques mètres, un autre vestige, ce collaté géant, au pied duquel le roi consultait le Fa. Ici, nous sommes devant le deuxième arbre témoin de la forêt sacrée. Et là, l'arbre parle. Il parle comment? Il parle en montrant des dessins animaux et humains sur son tronc. Par exemple, ici, à partir d'ici, on dirait que ça ressemble à l'oreille d'éléphant. Et ici, vous avez l'œil d'éléphant ici. Et la trompe est là. Et de l'autre côté, vous avez un chameau qui est couché. Le jardin des plantes et de la nature, c'est un autre vivier de la biodiversité, un espace didactique, un poumon vert au cœur de la cité, aux 3 noms. Parlons maintenant politique et notamment du code électoral, instrument majeur utile au bon déroulement d'une élection. La Cour constitutionnelle mobilise son personnel à l'appropriation des dispositions du dit code au démarrage de l'immersion au siège de l'institution Alain Sotoumé et Ernest Tétégou. En 2026, le Bénin connaîtra pour la première fois l'organisation des élections générales. La Cour constitutionnelle, ayant une grande responsabilité dans le processus, outille son personnel pour une meilleure compréhension du code électoral devant régir ces élections. Il s'agit notamment des assistants juridiques, des conseillers, des membres du secrétariat général et du cabinet du président de l'institution. Nous aussi, nous avons besoin d'outils pour travailler. Et nos outils ici à la Cour constitutionnelle, c'est premièrement la Constitution, puisque notre institution, eh bien, c'est l'institution qui donne vie à la Constitution. Mais en plus, en matière électorale, il y a le code électoral. Et il ne suffit pas d'avoir une loi. Il ne suffit pas de savoir lire une loi pour la maîtriser. Il faut échanger sur la loi. Il faut discuter. Et c'est pour ça qu'il est important que nous nous réunissions autour de cet outil qu'est le code électoral, qui a été toiletté, comme vous le savez tous, notamment par rapport aux élections générales, qu'on n'a jamais connues dans notre pays. Donc nous serons les premiers à devoir gérer ça. Comment y arriver? On doit se poser des questions dès maintenant. En matière électorale, l'ouvrage est toujours sur le métier, c'est-à-dire que la réglementation électorale continue de connaître des mutations. Il y a eu les mutations profondes de 2013, il y a eu celle de 2018, celle de 2019, il y a eu celle de 2020 et il y a les innovations de 2024. Durant 2 jours, ces acteurs suivront des communications censées leur apporter de quoi comprendre la substance du contenu du nouveau code électoral pour l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Et pendant ce temps, la révision de la liste électorale préoccupe les acteurs politiques de l'opposition. On se rappelle que le 27 novembre 2023, le chef de l'État, Patrice Talon, a donné son accord de principe pour cette requête de l'opposition. 1 an après, les lignes bougent. Le ministre de la Justice a reçu ce lundi, dans l'après-midi, le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Les 2 partis ont échangé sur le mécanisme de mise en œuvre de la demande formulée. Qu'est-ce qui se dessine? Écoutons le ministre Yvon Detchenou à l'issue de la rencontre. La rencontre que nous avons eue ce soir avec le cadre de concertation des partis politiques fait suite à une rencontre qu'ils ont tenue le 27 novembre 2023 avec le chef de l'État, au cours de laquelle le Parti des démocrates avait
émis le souhait d'auditer le fichier électoral. Cette demande a été accueillie par le chef de l'État qui avait donné un accord de principe pour cette révision du fichier électoral à leur demande. Et le 8 novembre 2024, effectivement, le chef de l'État a reçu d'un cadre de concertation des partis politiques constitué du Parti des démocrates, du Parti Grande Solidarité républicaine, du Parti Mouvement populaire pour la libération et du Parti Nouvelle Force nationale, a reçu une lettre portant de audit du fichier électoral avec un projet de thème de référence sur l'audit du fichier électoral. Le chef de l'État a souhaité que, responsable des relations avec les institutions, je reçoive le cadre de concertation pour marquer au cadre de concertation que la promesse qu'il a faite sera tenue et que donc, désormais, il s'agit de mettre en œuvre la demande qui est formulée. Aujourd'hui, nous avons ensemble discuté de comment mettre en œuvre cette demande et le fruit de nos discussions va se formaliser dans les jours à venir. Le projet Connecter les jeunes de la Liborie et de l'Atakora autour des centres de jeunesse réhabilités de l'USAID à travers le PRAPC, Programme régional d'appui aux pays côtiers, évolue suivant l'agenda. Le basketball et le handball ont été retenus pour sa mise en œuvre. Samedi dernier, au centre des jeunes de Nati Tengou, les demi-finales ont eu lieu en présence de l'ancien international de la NBA d'origine béninoise. 8 équipes, 4 demi-finales. Au terme des rencontres, toutes les équipes hommes et dames de basketball et de handball de Nati Tengou ont validé leur ticket pour la finale de ce tournoi du projet USAID. Ce projet vise à attirer l'attention nationale sur les engagements positifs des jeunes et à contribuer à l'objectif du PRAPC, accroître les interactions communautaires durables et positives dans les zones en proie à des conflits. Yann Maimi, ancien joueur de la NBA, et Roch Feliro, le champion international de handball, 2 ambassadeurs du Bénin au plan sportif, sont associés au projet. Leur mission est de rappeler aux jeunes les valeurs du sport. Dans les échanges, on voit vraiment l'impact que le sport a dans la vie de chaque personne. Encore une fois, je vais féliciter l'initiative de l'USAID à travers les champions de l'Atakora et Barika, parce que le meilleur vecteur en fait, de développement, c'est le sport. Donc je les félicite, je félicite nos champions, nos championnes, et la mission pour moi est déjà gagnante. Ce que j'ai pu noter, c'est que les jeunes ont compris leur mission dans notre contexte aujourd'hui, qui est de pouvoir véhiculer le message de paix, véhiculer le message de la cohésion sociale au sein de notre société. Nous avons foi que le message sera passé à tous les jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de faire des déplacements. Avant les matchs, les jeunes athlètes ont eu l'opportunité d'échanger avec la star du basket, Yann Maimi, en présence du directeur départemental des sports de l'Atakora et du premier adjoint au maire de Nati Tengou. Rendez-vous les 7 et 8 décembre pour les finales. Et il se joue à Niamey du 20 au 24 novembre 2024 la phase qualificative de la 3e édition du championnat africain de football scolaire de la CAF Zone B. Le Bénin y est bien représenté à travers les équipes hommes et dames. Double tenant du titre chez les garçons, le Bénin veut conserver sa couronne. Hospice Métoli. Elles ont rallié le Niger ce mardi dans le lot de la 2e vague de la délégation béninoise pour le tournoi qualificatif U15 scolaire de la zone UFOA-B. Les jeunes filles du CG Kobli sont à Niamey en mode reconquête. Comme leurs aînés en 2022 à Abidjan, elles caressent le doux rêve de récupérer la couronne perdue à Lomé il y a 1 an. Le ministre des Sports, M. Benoît Dator, a confiance en vous. Il sait que vous pouvez relever le défi et que vous allez relever le défi. Nos aînés l'ont fait. Nous avons cru en eux.
les moyens ont été mis à disposition, les énergies positives ont été mobilisées et ils en sont arrivés à arracher cette qualification. Vous aussi, nous croyons en vous. Nous savons que vous pouvez. Et c'est pour ça que vous êtes là. 24 heures avant elle, c'est la sélection masculine des U15 qui a pris ses quartiers dans le centre de Niamey. Le Bénin, double tenant du titre de la zone UFOA-B, à travers le CEG Sainte-Rita, voudra bien faire respecter au bord du fleuve Niger la règle du jamais 203 à travers les jeunes du CEG Otola. Nous ne sommes pas venus en balade. Nous sommes venus pour repartir avec le trophée. C'est l'ambition que nous avons. Et lorsque c'est ainsi, il y a ce qu'on appelle la discipline. L'individualisme ne doit pas exister. C'est le nous. Nous voulons, en toute intelligence, montrer au peuple africain qu'il y a des pépites. Il y a un travail qui se fait au Bénin. Et ce travail, c'est à travers vous, à travers vos engagements. Ce mardi, au centre technique de la FENIFOOT, les deux équipes béninoises feront leur entrée en compétition contre la Côte d'Ivoire. Et voilà, nous sommes toujours avec les enfants, les porte-parole des enfants dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance. Ils sont porteurs de messages à l'endroit des gouvernants, des familles, de la communauté en général. Et voici leur dernier appel. J'aimerais dire aux adultes que nous avons besoin d'un monde où tous les enfants sont égaux et protégés et ne sont pas exploités. Nous souhaitons un avenir où chaque enfant a la possibilité de réussir, d'être en parfaite santé, d'être protégé et de ne pas subir, peu importe quel qu'en soit, de ne pas être exploité. C'est ce monde-là que nous voulons, un monde pour nous et pour les générations à venir. Chris? Les droits de l'enfant sont les droits de l'homme, ils ne sont pas négociables, mais aujourd'hui, dans trop de nombreux endroits, ils sont bafoués et attaqués. Nous exhortons les gouvernants à mettre en place des programmes qui assurent la scolarisation et le suivi des enfants, ainsi que l'implication des enfants dans les décisions importantes pour qu'ils se sentent soutenus et impliqués. Voilà, c'était donc le message des enfants à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance et des 35 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.